Le mari a défoncé la porte du dressing où elle se cachait de lui et a tiré 2 fois. Pendant les 23 années qui ont suivi, il a convaincu presque tout le monde qu'elle s'était suicidée. Jusqu'à ce qu'un procureur pose une seule question qui a détruit toute la défense en 10 secondes. Fernanda Urfali était une styliste à succès, mariée depuis seulement 6 mois. Ce que la police ne savait pas, c'est qu'alors que le mari prétendait qu'il s'agissait d'un suicide, il y avait un appel téléphonique qui prouvait le contraire. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment un héritier d'une famille traditionnelle a fui Interpol pendant des décennies et pourquoi il a été retrouvé maintenant, en 2026, menant une vie de luxe en Bahia, alors que la famille de la victime réclamait toujours justice. Je suis Marcos Campos et cette affaire est vraiment insolite. Alors passons aux faits. Le mariage. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé cette nuit-là dans le dressing de cet appartement, il faut qu'on remonte un peu dans le temps jusqu'à un mariage bien précis. Le 8 mars 2002, journée internationale de la femme. La mariée était Fernanda Urfali, elle avait 28 ans, elle était styliste à São Paulo. Une personne qui, selon son frère, allait plus tard décrire lors d'une interview, avait toujours 18 rouges à lèvres dans son sac, parce qu'elle adorait s'amuser, adorait la vie, adorait tout le monde, adorait vivre. Elle n'avait jamais consulté de psychiatre. Nunca tinha tomado antidepressivo. Et c'était une femme qui commençait sa carrière dans le monde de la mode à São Paulo et qui était sur le point d'épouser l'homme qu'elle pensait être son compagnon pour le reste de sa vie. Et je dis cela d'emblée parce que c'est très important. Ce sont des maillons de cette chaîne criminelle. Son fiancé était Sergio Naras, un homme d'affaires de 38 ans à l'époque. Família tradicional, igreja ortodoxa, dinheiro. Et la cérémonie de leur mariage comptait environ 250 invités là-bas, à l'église orthodoxe de Villa Mariana, dans la zone sud de São Paulo. Tout était joli, tout était en ordre. Pratiquement un de ces mariages de magazine, vous voyez. Mais il y a un détail important et insolite, je dirais. Une semaine avant ce mariage, son fiancé a disparu. Il s'est volatilisé pendant environ 48 heures. Sa famille était très inquiète et a demandé à la famille du fiancé de signaler sa disparition à la police, mais le père du marié, de Sergio, a refusé. Il a dit que c'était un enlèvement éclair et que tout était déjà réglé, la vie continue. Ainsi, le mariage a été maintenu à la date prévue. Fernanda s'est mariée en trouvant cela étrange, mais elle a pensé que ce n'était qu'un cas isolé. Une situation étrange qui s'est produite une fois et qui ne se reproduirait pas. Un mois après le mariage, cependant, elle a découvert la véritable raison de cette disparition. Et à partir de là, a commencé ce que sa mère allait ensuite appeler « sauver une vie ». Petit message rapide pour vous les amis. Aujourd'hui, le 15 mai, il y a une promotion de paiement par Pix sur le site d'Insider avec 5% de réduction en payant par Pix. Mais si vous utilisez mon code promo Marcos Campos, vous avez 15% de réduction si c'est votre premier achat là-bas et 10% si vous êtes déjà un client régulier. Donc, ça s'additionne. Si vous trouvez des promos sur le site, vous pouvez les cumuler. Le lien est dans le commentaire épinglé, cliquez et ça s'applique automatiquement. On le sait déjà les gars. Je porte toujours mon tech shirt, que ce soit à la musculation ou dans la vie quotidienne, même au supermarché. Elle est toujours avec moi. Ce t-shirt reste comme neuf, même après plusieurs utilisations. Celui-ci, je l'ai depuis environ 2 ans et je peux le prouver. Regarde les vidéos de la chaîne, tu verras que je le porte depuis longtemps. Quand tu achètes un vêtement Insider, c'est un investissement. Profite de cette offre pour un prix encore meilleur. Ça en vaut vraiment la peine. C'est un vêtement que tu vas garder pendant très longtemps. Un mois après la lune de miel, Sergio s'est assis et a raconté à Fernanda qu'il était accro à la cocaïne, en justifiant cette disparition la veille du mariage, tu te souviens? Eh bien, c'était une addiction ancienne, bien installée et cachée. Et enfin maintenant, Fernanda savait, n'est-ce pas, la raison probable de cette disparition de 48 heures? Rien n'était confirmé, mais probablement, tu vois. Enfin, pour ceux qui savent, un point suffit à comprendre. Bon, Fernanda a envisagé la séparation à ce moment-là. Elle s'est un peu sentie trahie, non? Elle venait de découvrir que l'homme avec qui elle avait eu une relation venait de se marier. Il lui avait menti pendant des mois sur qui il était, dans tous les sens du terme, complètement. Sa mère, en plus tard,
a même raconté qu'elle avait parlé avec sa fille. Elle lui a même demandé de réfléchir à la situation. Donner une autre chance à ce gars pour sauver une vie, pour ne pas jeter à la poubelle un mariage de 6 mois à cause d'une addiction qui pouvait être soignée. Regarde, c'est vraiment une attitude très noble, n'est-ce pas, de la part de la mère de Fernanda. Et c'est pour ça qu'elle a fini par rester. Sauf que là, le reste a commencé à apparaître. Les disparitions ont continué à se produire. Une fois, juste pour vous donner une idée, il a disparu pendant des jours, 2 jours à peu près, après qu'elle aurait été chez le coiffeur avec une soi-disant amie qui était célibataire, et lui, je ne sais pas, il a pensé qu'elle le trompait. Et ici, on peut dire, un maillon de cette chaîne criminelle. Pourquoi? C'est un comportement déjà marqué par la jalousie et l'instabilité, n'est-ce pas, que la famille, la sienne, d'après ce qu'on sait, a commencé à observer de sa part. On va remarquer un schéma par la suite, aussi. L'instabilité qui, probablement, devait se produire à l'intérieur de ce mariage n'avait pas encore commencé à apparaître chez elle. Elle avait commencé à apparaître autour d'elle, venant de l'intérieur même du mariage, de la part de son mari. Autrement dit, le problème n'a jamais été la victime, comme on a essayé de le faire croire par la suite. C'était en réalité la personne qui dormait à ses côtés. Eh bien, il fréquentait des endroits dont elle n'avait pas la moindre idée, qu'elle n'imaginait même pas. Selon ce que le ministère public allait ensuite soutenir dans l'accusation, il entretenait des relations extra-conjugales avec des travestis, il participait même à des orgies. Elle a découvert tout cela petit à petit et inutile de préciser que, tout s'est effondré pour elle à ce moment-là. Et il y avait une couche supplémentaire dans tout cela, d'accord? La plus chère, on peut dire, de toutes. Le mariage a été célébré sous le régime de la communauté de biens, et selon l'accusation, il craignait le partage des biens en cas de divorce. Et on a déjà vu plusieurs fois ici que, disons dans la triade, n'est-ce pas, motif, moyen et opportunité, c'est un motif très fort qui aveugle des assassins potentiels, vous ne trouvez pas. Et je ne dis même pas que c'est le cas, d'accord? Que ce soit bien clair, c'est du moins ce qui est allégué. Mais c'est exactement à ce moment-là que Fernanda se trouvait cette nuit-là, qui a ouvert l'épisode du 14 septembre 2002. Elle était mariée depuis 6 mois. Maintenant, elle savait tout ce que son mari faisait, et c'est pour ça qu'elle réfléchissait à ses prochaines démarches, qui probablement ne seraient pas à ses côtés. Mais malheureusement, la prochaine étape pour elle n'a duré qu'un seul appel téléphonique. Le soir, cette nuit-là a commencé par une dispute. Il n'y a évidemment aucun compte-rendu exact de ce qui a été dit à l'intérieur de cet appartement. N'est-ce pas, entre ces 4 murs, le contenu exact? Mais il y a des éléments sur ce qui s'est passé autour. Le logement se trouvait au 5e étage d'un immeuble de la rue Basilio Machado, à Higienópolis, un quartier chic de São Paulo. Et cela s'est produit vers 7 heures du soir. À un moment donné de cette dispute, Fernanda est sortie de la chambre et s'est enfermée dans le dressing. Elle a pris son téléphone et appelé son frère, Julio Orfal, pour lui demander de venir la chercher. À cette époque-là, les gars, il n'y avait pas WhatsApp, pour communiquer en temps réel, tu vois. Donc elle a appelé son frère. Elle a appelé et attendu qu'il réponde pour demander de l'aide. Julio s'est préparé à partir. Il a cru sa sœur et ses 3 autres frères voulaient eux aussi y aller. C'est-à-dire, il y avait 4 frères qui allaient vers cet appartement pour venir en aide à leur sœur. Sauf qu'entre l'appel et l'arrivée des secours, disons, ce qui s'est passé à l'intérieur de l'appartement a été très rapide. Beaucoup trop rapide. Sergio a défoncé la porte du dressing et il avait une arme avec lui. Non enregistrée, soit dit en passant. Fernanda était là, de l'autre côté, sans issue, coincée dans une pièce de quelques mètres carrés. L'homme a tiré 2 fois. L'un des tirs a touché Fernanda, qui n'a pas eu beaucoup de chance de survivre, et le deuxième tir est sorti par une fenêtre de l'appartement. Donc, d'autres personnes risquaient aussi quelque chose là-bas sans le savoir, non? Et quand les 4 frères et sœurs de Fernanda sont arrivés, ils ont monté les escaliers de cet immeuble, de cet appartement. Il était déjà trop tard. Ils sont entrés et leur sœur était déjà là, allongée au sol. Julio, l'un des frères, allait ensuite décrire cette scène à l'intérieur de cette maison d'une manière qui est restée gravée dans la mémoire de tout le monde. Sa mère, qui était aussi allée là-bas, criait « Il a tué ma fille !» Avant même de voir le corps, avant de voir Sergio, avant d'entendre la moindre version de ce qui s'était passé. Cet instinct maternel qui criait ça à cause de toutes les circonstances. N'est-ce pas? Bon, la police est arrivée peu après et Sergio a été arrêté. L'arme là, le pistolet non enregistré, a été saisi.
Et au moment où il a commencé à parler au commissariat, il avait déjà une version toute prête de ce qui s'était passé. Sa version était la suivante. Il y avait un détail qui semblait presque incroyable. Et pire encore, il y avait un professionnel prêt à confirmer cela. Attendez, vous n'allez pas y croire. Sergio Navas a dit à la police que sa femme s'était suicidée, qu'elle était très déprimée, qu'elle traversait une période difficile, pleine de graves problèmes mentaux, et que sa mort était due à cela, de son propre fait. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement bizarre, parce qu'il ne soutenait pas cette version tout seul. Il y avait quelqu'un pour appuyer ça, les gars. Peu de temps après le mariage, selon la famille, après qu'il ait écrit dans une interview, Fernanda a été envoyée chez un psychiatre. Et ce psychiatre n'a pas été choisi au hasard, d'accord? Il n'a pas été choisi par elle, ni par sa famille. Il a été recommandé par son beau-père, le père de Sergio, son mari. C'était un psychiatre lié à la même église orthodoxe que la famille fréquentait, soi-disant. Ce psychiatre-là a prescrit des antidépresseurs à Fernanda, même sans aucun antécédent de traitement psychiatrique dans sa vie. Et quand l'affaire a fait l'objet d'une enquête, ce même psychiatre est venu publiquement déclarer que la patiente avait exprimé l'intention de faire ce qu'elle aurait, soi-disant, fait. Qu'il était donc plausible qu'elle ait fait cela, et qu'il était donc vraisemblable de croire ce que disait Sergio. Alors je demande, comment un professionnel de santé peut-il, en quelques semaines, attester d'une tendance suicidaire sans antécédent à la demande de la famille du mari qui est entièrement impliquée dans une affaire en cours d'enquête? Mais le procureur de l'affaire, Romeu Zanelli, a posé une simple question qui a détruit toute la version qu'ils essayèrent de construire brique par brique. Il a détruit cette version bien commode, disons, avec quelque chose d'extrêmement simple. Si elle voulait vraiment en finir, pourquoi a-t-elle appelé son frère pour demander de l'aide? Viens me chercher pour l'amour de Dieu. L'accusation a affirmé que Fernanda n'avait aucun antécédent psychiatrique et avait même des projets, n'est-ce pas? Elle avait sa carrière dans la mode qui commençait à peine, c'était une personne enjouée, n'est-ce pas? Son frère a même dit qu'elle transportait toujours plusieurs rouges à lèvres, des trucs comme ça. S'il y avait quelqu'un avec une instabilité émotionnelle dans cette maison, dans ce mariage, c'était Sergio. Il disparaissait comme ça pendant 2 jours, soi-disant accro à la poudre blanche, avec des épisodes documentés par la femme de Fernanda elle-même. Et l'arme? L'arme utilisée est un pistolet non enregistré. Comment l'a-t-elle obtenu? Il avait une arme illégale à la maison, comme ça, disponible pour que n'importe qui puisse la prendre. Il a été arrêté à l'époque pour port illégal, d'accord? Ce n'était même pas pour l'enquête sur un supposé homicide, juste pour le port illégal de l'arme. Il est donc resté en détention provisoire un peu plus de 30 jours. Après cela, il a été jugé en liberté. D'ailleurs, liberté, c'est liberté, liberté, ouvre tes ailes sur nous, enfin dans ce cas. Bizarre, mais regarde ça. Pendant que la version tenait encore devant le juge, aussi incroyable que cela puisse paraître, Sergio était dehors, en train de vivre sa vie comme si rien ne s'était passé, rien du tout. C'est alors que commença le marathon judiciaire, évidemment le plus long que la famille Orfal allait devoir affronter. Appel, report, appel, audience fixée, audience reportée, nouvel appel, audience fixée, annulée, reprogrammée. C'est ce bazar que vous connaissez, non? Finalement, en 2013 d'ailleurs, par exemple, en 2013, regardez tout le temps qui s'était déjà écoulé. D'après le tribunal de justice de São Paulo, une audience était prévue cette année-là. Et le juge a reporté en attendant une décision du tribunal supérieur de justice concernant un recours antérieur. Année après année, le procès traînait en longueur. Il avançait, revenait, puis revenait encore. Sergio Navas n'a comparu devant le jury qu'en 2018, 16 ans après le crime. La cour d'assises de São Paulo l'a condamné, mais la peine a été de 7 ans en régime semi-ouvert. Homicide simple, sans circonstances aggravantes ni motif ignoble, sans moyen ayant empêché la victime de se défendre, qui, comme vous vous en souvenez, était enfermée dans un placard sans issue. Peine pour homicide simple, comme si cela avait été, je ne sais pas, n'importe quoi, non? Une bagarre de bar, là. Le ministère public a fait appel, évidemment, estimant que la peine était beaucoup trop basse. En 2021, la cour d'appel a été d'accord. La peine a été portée à 8 ans et 2 mois en régime fermé. Regardez ça, la défense de Sergio a fait appel, c'est allé jusqu'au tribunal supérieur de justice, puis à la Cour suprême. La thèse principale restait celle de la mort auto-infligée. Sa défense soutenait que Fernanda avait attenté à sa propre vie. Mais je vous demande, chers amis, si c'était vraiment le cas, pourquoi a-t-il été condamné?
Même si la peine était légère, sur quelle base? S'il s'agissait d'un suicide? Laisser l'arme dans sa main? Mais cela n'a pas été mentionné. Enfin, en mai 2025, 23 ans après sa mort, le tribunal suprême fédéral a ratifié la sentence. Autrement dit, elle l'a maintenue. Le jugement définitif n'est intervenu que le 14 juin 2025. Et après cela, la justice a enfin ordonné l'émission du mandat d'arrêt. Et alors, quand l'huissier est allé exécuter le mandat, devine ce qu'il a découvert. Regarde ça. Celui qui devine a droit à un bonbon. Sergio n'était pas là où il devait être. Il avait disparu. Et le Brésil allait avoir besoin de 6 mois d'une alerte internationale et d'une caméra de surveillance pour le retrouver. Regarde, tout près, tu vois? Praia do Forte. Sergio Nas, fugitif de la justice brésilienne, a vu son nom inscrit sur la notice rouge d'Interpol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a commencé à être recherché dans plus de 190 pays, mais apparemment, il n'a pas quitté le Brésil, d'accord? Il est allé à Bahia. Bahia, qui n'aime pas? Praia do Forte se trouve là-bas, sur la côte nord de Bahia, à environ 80 km de Salvador. C'est une destination touristique haut de gamme, avec des auberges chères, des maisons de plage, des étrangers, des touristes, avec de l'argent. C'est un lieu où, en tant que touriste avec un pouvoir d'achat moyen ou élevé, personne ne te questionnera. Ils vont juste essayer de te vendre quelque chose, mais d'une certaine manière, tu passes un peu inaperçu. Et tu peux rester caché à la vue de tous. C'est exactement dans ce contexte que Sergio est resté. Il y est resté des mois. Les mois suivants. Pas chez un parent, pas caché au milieu de la forêt, mais dans une auberge. D'ailleurs, dans un endroit, un hébergement de luxe. Il vivait là-bas. Sa routine était très tranquille. Jusqu'à ce qu'une caméra de sécurité du système de surveillance de la région, équipée d'une technologie de reconnaissance faciale, l'identifie. La police a confirmé et s'est rendue à l'endroit où il vivait. Le 17 janvier 2026, un samedi, Sergio Nas a été arrêté à l'âge de 61 ans, 23 ans et demi après le crime. Et les policiers ne l'ont pas arrêté seul. Ils ont également saisi une voiture, un enregistrement audio, 3 téléphones portables et 13 tubes d'une substance qui semblait être cette poudre qui rend les gens un peu agités. Vous voyez de quoi je parle? Voilà. Selon l'accusation, c'est la même drogue que Fernanda avait découverte il y a 23 ans et qui avait été l'une des raisons du conflit qui a conduit à sa mort. Et tout était toujours là. Autrement dit, 23 ans plus tard, l'homme qui avait tout quitté, détruit une famille en affirmant que la dépendance appartenait au passé, a été arrêté exactement avec la même substance. Le temps a passé pour la justice, mais pour lui, rien n'a changé. La défense s'est exprimée publiquement peu après l'arrestation. Son avocate a dit clairement que Sergio vivait en Bahia avant l'émission du mandat d'arrêt et qu'il ne comptait pas fuir. Qu'il est une personne intègre, âgée, avec de graves problèmes de santé. À propos de cette poudre blanche saisie, l'avocate a dit qu'elle n'avait pas parlé avec le client depuis l'arrestation et qu'elle ne pouvait donc pas commenter à ce moment-là. L'audience de présentation après l'arrestation a maintenu la détention. Et il allait enfin purger les 8 ans et 2 mois qu'il devait depuis 2002. La première chose qui ressort de cette affaire, les gars, c'est la déclaration du frère, n'est-ce pas? Dans une interview accordée à l'Estadão après l'arrestation de son beau-frère, Júlio Orfale a déclaré qu'il avait résumé, ou plutôt les 23 ans d'attente. Pendant ces 23 ans et demi de lutte, il a toujours cru que sa sœur, d'abord, ne s'était pas suicidée, et ensuite donc qu'elle méritait justice. Il a aussi décrit l'impact du crime de façon marquante dans une autre déclaration. Une balle a tué 15 personnes. Ce n'est pas seulement Fernanda qui est morte dans ce placard, c'est toute la vie familiale qui s'est éteinte. La mère a crié « Il a tué ma fille avant même de voir le corps ». La vie de 4 frères et sœurs contraints de vivre 20 ans le beau-frère meurtrier de leur sœur en liberté. La vie que Fernanda n'a jamais eue, la carrière dans la mode dont elle rêvait tant et qui commençait tout juste, les enfants qu'elle aurait pu avoir. Quoi que ce soit, n'est-ce pas? La deuxième chose qui reste aussi, c'est une question. L'affaire n'est devenue définitive que parce que le ministère public a insisté. Parce que le procureur Romesanelli a cru la famille, et parce que la famille Orfale n'a jamais abandonné. Une question s'impose. Pourquoi qualifier d'homicide simple une affaire où la victime était enfermée dans un placard? Elle appelait son frère à l'aide, enfermé dans une pièce sans issue par son mari, une arme non enregistrée à la main. Pourquoi avoir attendu 16 ans pour un premier procès devant jury? Et pourquoi le psychiatre privé, apparemment lié à la famille du mari, qui a brisé le secret professionnel pour soutenir une version de mort auto-infligée, sans aucun fondement, n'a-t-il jamais été sérieusement interrogé à ce sujet? Et il y a encore une chose.
Peut-être la plus difficile, c'est le chiffre. Sergio Narras va commencer à purger les 8 ans et 2 mois pour le crime, n'est-ce pas? 61 ans, régime fermé. Selon les calculs du système pénal brésilien, il a de fortes chances de passer au régime semi-ouvert avant d'avoir purgé la moitié de sa peine. Fernanda est morte à seulement 28 ans. Elle aurait 52 ans aujourd'hui. Un homme qui lui a volé toutes ces années va purger 8 ans de prison. C'est vraiment juste, n'est-ce pas? C'est ironique, comprenez-le. Le plus effrayant, c'est que pour Fernanda, jusqu'à peu avant cette nuit-là, il restait l'homme qu'elle avait choisi et en qui elle avait eu confiance devant l'autel. Assez pour monter à l'autel avec lui. Elle n'imaginait pas qui se cachait réellement à l'intérieur de cet être humain. Qui se trouvait réellement de l'autre côté de cette porte du dressing forcé. C'est l'affaire de Sergio Narras et Fernando Orfal. Le crime a eu lieu en 2002, la condamnation est devenue définitive en 2025 et l'arrestation a eu lieu en janvier 2026. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si l'épisode vous a plu, mettez un like et abonnez-vous pour en voir d'autres. Merci beaucoup pour votre présence. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.